C'est le risque de pénuries alimentaires, notamment de céréales. Des millions de tonnes de blé sont bloquées dans les ports ukrainiens. Le protectionnisme des uns, les spéculations des autres font flamber les prix. Doit-on craindre des émeutes de la faim? Avant d'en débattre, un premier constat avec Aurélien Romano. Sommes-nous à la veille d'une nouvelle crise alimentaire? C'est la crainte exprimée par le FMI, car le marché du blé notamment fait face à de multiples difficultés. Fin 2021, les stocks mondiaux commencent à diminuer suite à l'effet couplé d'une forte demande mondiale d'un côté et d'une production assez médiocre en Amérique du Nord de l'autre. La guerre en Ukraine vient donc compliquer un marché déjà tendu. Dans la période qui s'ouvre, été plus automne, les blés russes et ukrainiens représentent une part très importante des exportations. La Russie plus l'Ukraine, c'est à peu près un tiers du marché mondial, mais ça c'est en licence sur une année. Ce qu'il est important de rappeler, c'est que la Russie plus l'Ukraine, sur les mois allant de juillet à octobre, c'est généralement 60% du marché mondial. Cet expert en produits agricoles souligne aussi la troisième difficulté. La sécheresse, dans de nombreux pays, affecte les récoltes à venir. En Inde, par exemple, le gouvernement a décidé de stopper les exportations afin de pouvoir être en mesure de répondre à la demande intérieure. Ces mauvaises récoltes affectent toute une partie de la planète. Du Maghreb, en passant par le Moyen-Orient et en allant jusqu'à l'Asie du Sud, en fait, on se rend compte que ces zones-là ont connu aussi des récoltes très faibles. On peut estimer que c'est les récoltes les plus faibles depuis près de 15 ans, ce qui met encore plus à risque ces pays qui sont très dépendants du blé, et notamment du blé aussi d'import. Toutes ces zones, en y ajoutant aussi l'Afrique subsaharienne, sont des zones qui aujourd'hui sont extrêmement à risque. Parce que double effet mauvaise production, plus effet prix historiquement élevé. Des prix élevés et une mauvaise production, ajoutons des prix des carburants en hausse et des coûts de transport très élevés, ce sont toutes les caractéristiques qui ont mené aux crises alimentaires de 2008 et aux émeutes de la faim. Le FMI tire donc la sonnette d'alarme, notamment pour l'Afrique subsaharienne, où le blé est importé à 85%. Voilà, le risque d'émeutes alimentaires, mais aussi l'utilisation par Vladimir Poutine de cette arme que représentent les tensions sur le marché, notamment des céréales. On en débat tout de suite avec Lucille Grosjean. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes directrice déléguée générale chargée des plaidoyers à Action contre la faim. Quentin Mathieu, bonsoir, bienvenue à vous aussi. Vous êtes chef économiste de la coopération agricole. Anthony Bélanger, journaliste spécialiste des questions internationales sur France Inter. Bonsoir Anthony, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Laetitia Krupa, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Évidemment, je vous propose, pour commencer, de regarder ensemble la une du quotidien britannique The Economist, The Coming Food Catastrophe. La catastrophe alimentaire s'annonce avec, vous le voyez peut-être pas très bien, mais des têtes de mort dans les épis de blé. C'est de ça dont on parle, Lucille Grosjean, de celles et ceux qui vont mourir de la faim. Combien de personnes sont concernées? Est-ce qu'on peut évaluer ça, d'ailleurs? C'est peut-être pas si facile. C'est effectivement pas si facile, mais il y a par exemple un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui parle de 193 millions de personnes qui sont en situation de crise alimentaire. Et ça, c'était pour 2021. C'était un état des lieux de 2021, donc sans prendre en compte l'impact de la crise ukrainienne. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment une multiplication à l'échelle planétaire des crises alimentaires dans plusieurs régions du monde, au Sahel, en Afghanistan, au Yémen, etc. Et la guerre en Ukraine vient ajouter une couche additionnelle de choc sur une situation qui était déjà extrêmement compliquée. Et effectivement, on craint... Le secrétaire général des Nations Unies parlait d'un ouragan de famine. Oui, on va l'entendre tout à l'heure. Cette une de The Economist. Oui, effectivement. Et cette dernière information, l'agence France-Presse qui nous donne effectivement cette réaction de l'ONU qui réclame une aide immédiate pour aider la Corne de l'Afrique. Donc c'est Éthiopie, Kenya, on est dans cette région. 18 millions de personnes déjà touchées par la sécheresse. Quentin Mathieu, il y a une notion d'urgence. Oui. On peut dire ça? Tout à fait. Il y a vraiment une notion d'urgence. On parlait tout à l'heure justement de ces chiffres qui sont sortis récemment, mais si on regarde plus attentivement, notamment un dernier rapport de la FAO qui a été publié au début du mois de mai, on estime qu'il y a environ un peu plus de 500 millions de personnes aujourd'hui qui sont dans un état d'insécurité alimentaire. Et selon les différents niveaux de stade et les différents niveaux critiques, on estime qu'il y aurait environ 400 millions de personnes qui seraient en état d'urgence absolue. Donc état d'urgence absolu, mais ça veut dire que c'est vraiment beaucoup plus, pardon,
c'est pas cynique, mais bon, on parle de chiffres, mais je rappelle que derrière ça, il y a évidemment des enfants, des femmes, des familles. C'est bien pire que ce qu'on pouvait dire il y a 2 ans, 3 ans. Il y a vraiment une aggravation de l'urgence. Alors, l'insécurité alimentaire, en fait, on remarquait que depuis environ l'année 2015-2016, qu'il y avait une remontée au fur et à mesure de l'insécurité alimentaire mondiale. En fait, l'insécurité alimentaire mondiale a été significativement réduite ces dernières années avec l'élimination de certaines poches de pauvreté, notamment en Asie, notamment avec le développement de la Chine. Sauf que ça a mis de côté aussi les autres poches d'insécurité alimentaire qui, elles, ont continué de progresser, de s'alimenter. Et on a même vu certains pays sur certains continents, comme le Venezuela, avec la crise économique, qui là aussi a basculé dans des états d'insécurité sociale et aussi certaines poches d'insécurité alimentaire. Et en fait, on a bien vu qu'avec aussi l'urgence climatique, à l'heure actuelle, les incidents climatiques, les problématiques de développement qui ont été aussi mis de côté dans les pays d'Afrique subsaharienne, on voit bien qu'aujourd'hui, dès que les équilibres des marchés mondiaux deviennent relativement instables, tout de suite, c'est une étincelle qui embrase, à l'heure actuelle, les équilibres qui étaient jusqu'ici mis sous le tapis. Anthony Bellanger, comment vous analysez ce qui se passe en ce moment? Et peut-être, si on se projette un peu plus loin, se dire que ça risque de s'aggraver, c'est ça? Alors, ce qui est absolument exceptionnel en ce moment, et pour les 6 mois qui viennent, c'est pas tellement le fait qu'il y ait des poches d'insécurité alimentaire, parce que ça, a priori, les agences de l'ONU, les associations telles que la vôtre, savent traiter au cas par cas. C'est-à-dire, on sait intervenir dans telle et telle région quand il y a un problème d'insécurité alimentaire. C'est ce qui fait que, par exemple, depuis 30 ou 40 ans, on ne peut plus parler de famine dans le monde. C'est parce qu'on sait intervenir un peu là, et on sait mobiliser à la fois les fonds de l'ONU, leur capacité d'intervention, et les associations qui savent sur le terrain se déployer pour pouvoir le régler. Le problème, c'est que là, on a affaire à une insécurité alimentaire qui est d'ordre mondial. C'est-à-dire que vous avez partout dans le monde des pays qui voient le prix des matières premières de première nécessité augmenter et de façon égale, qui met en insécurité alimentaire des pans entiers de leur population, et ce de manière absolument extensive. Ce qui signifie, et ça pour le coup le système ne sait pas faire. C'est-à-dire nous savons régler les problèmes les uns après les autres, nous savons régler les problèmes à droite et à gauche, mais pas ensemble en même temps. Je vais vous donner juste un chiffre. Il y a 50 pays dans le monde qui dépendent pour 1/3 de leur approvisionnement alimentaire de la Russie et de l'Ukraine. 50 pays qui donc demain vont payer parce que c'est pas forcément un problème de stock, c'est un problème de prix, vont payer alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens ces produits alimentaires beaucoup plus chers, risquent de se retrouver sans argent pour le faire ou sans possibilité de subventionner ces produits, et donc d'avoir une part importante de leur population dans 50 pays différents dans le monde, de l'Amérique latine, surtout là en Afrique, mais aussi en Asie, pour incapables de pouvoir assumer ces coûts, et donc ils vont devoir faire appel tous en même temps à ces fameuses agences qui sont pourtant de grandes réussites, mais qui sont, on le disait nous-mêmes, au bout de leur logique. Oui, ça veut dire, Lucille Grosjean, que vous ne pourrez pas suivre. Voilà, on est effectivement confronté à une telle immensité des besoins partout sur la planète on atteint aussi nos limites en termes de capacité. Et tout simplement, il y a une problématique aussi de financement pour faire face à ces crises. Je crois qu'il est demandé aujourd'hui aux alentours de 40 milliards au global, ce qui est une somme énorme quand même pour faire face à ces crises alimentaires. Il y a 5% qui a été rassemblé à l'heure actuelle, donc on est très loin du compte même pour pouvoir commencer à délivrer là-dessus. Aussi, ce que je voulais souligner en rebondissant sur ce que vous disiez, c'est que on est aussi dans un système alimentaire justement très mondialisé, et on en est à la 3e grande crise alimentaire mondiale qui arrive. Ça montre aussi les limites de systèmes alimentaires extrêmement mondialisés, où il y a des dépendances énormes avec effectivement là en l'occurrence 2 pays qui sont de très forts producteurs, et du coup ça a un impact sur tous les autres, d'où l'intérêt de développer une agriculture plus locale. On va évidemment en parler de ça. Je rappelle quelques chiffres, vous l'avez évoqué rapidement, Anthony. L'Ukraine est on peut dire un géant agricole, 4e exportateur mondial de céréales, 3e exportateur de blé. Si on se concentre sur le commerce mondial de blé, la Russie et l'Ukraine à elles deux représentent 30% du commerce mondial de blé. Et puis il y a ce chiffre sur la quantité de blé bloqué dans les ports ukrainiens. On parle de 20 millions de tonnes. Ce qu'il faut dire, Quentin Mathieu, c'est que les pays qui représentent ou qui pourraient représenter une alternative, ont eux-mêmes des difficultés, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on a un exemple qui a fait parler beaucoup de lui ces derniers temps, c'était le cas de l'Inde, notamment, qui se retrouvait de façon assez exceptionnelle face à un niveau de production record en cette campagne 2021-2022, avec, on va dire, 10 millions de tonnes supplémentaires par rapport à ce qu'elle produit habituellement. Et donc, le gouvernement indien s'est positionné au début
dans une position de force en disant qu'elle allait pouvoir couvrir en partie les denrées qui n'étaient pas expédiées de l'Ukraine. Sauf que si on se replonge un peu plus dans l'histoire de l'Inde, on sait que c'est un pays qui a subi de très fortes crises alimentaires, de très fortes famines qui ont profondément marqué les politiques mises en place. Et l'Inde appliquait habituellement une politique de contrôle des exportations et de constitution de stocks stratégiques. Donc c'était assez étonnant quand même de voir l'Inde se positionner sur le marché exportateur. Et il faut croire que les réalités agronomiques et climatiques viennent de changer de pied aussi, voilà, les ont ramenés à la réalité, étant donné que l'Inde a subi une sécheresse absolument terrible et que le pays pourra être confronté là aussi à l'insécurité alimentaire. Oui, effectivement, avec ces images qui viennent du port de Kandla, on est donc en Inde, 4000 camions de blé qui ont été bloqués. New Delhi a décidé, c'était samedi, d'interdire l'exportation qui était prévue. Ça a provoqué d'ailleurs cette réaction du ministre allemand de l'Agriculture. C'était à l'issue d'une réunion du G7. On l'écoute tout de suite. L'arrêt des exportations touche des pays comme le Bangladesh et le Népal qui en ont un besoin urgent. Nous recommandons également qu'une décision concrète soit prise à ce sujet lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement du G7 où l'Inde sera invitée. Depuis Stuttgart, nous appelons également l'Inde à assumer ses responsabilités en tant que membre du G20. Laetitia ? Oui, j'ai une petite question pour vous. Excusez-moi, vous avez parlé d'un chiffre 40 milliards. C'est quoi ? C'est pour débloquer ce serait le montant de l'aide humanitaire nécessaire. Mais ce n'est rien. Enfin, il me semble que ce n'est rien par rapport à tous ces montants. Hein, c'est vrai parce depuis 2 ans, on a l'impression qu'on parle en milliards. Vous êtes côté ONG, mais c'est vrai que quand on regarde ce qui a été débloqué pour de cette période du Covid par tous les pays développés, riches, enfin, ça semble dérisoire, non ? Oui, et cette somme est en partie débloquée déjà. Enfin, la Banque mondiale, par exemple, a débloqué 12,5 milliards de dollars pour pouvoir répondre à cette insécurité alimentaire. Je ne sais pas qu'ils vont probablement pas le dépenser comme ça, mais ou vous le donner directement. Mais enfin, cette somme est parfaitement réunissable. Et puis, on vous parlait tout à l'heure de l'Inde. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'Inde, par exemple, est le 2e producteur mondial de blé ou de céréales. Simplement, elle n'est que le 8e exportateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tout petit joueur dans le marché mondial de la. Mais il suffit que l'Inde décide d'arrêter ses exportations, et on le voit bien, alors que ces exportations représentent a priori très peu, pour encore faire grimper le prix. Et ça peut être c'est peut-être un petit joueur au niveau mondial, mais un joueur très important. Et on l'a dit, avec cette espèce de simultanéité des crises, c'est très important par contre pour le Bangladesh, qui est un pays voisin et qui lui compte à 80% sur le blé indien, et important aussi pour d'autres pays du voisinage. Donc vous voyez bien, on a des espèces de crises en cascade, mais vous avez raison de le souligner. 40 milliards, ça paraît peu, et ça peut être réuni assez rapidement d'ailleurs. Oui, donc c'est une volonté politique. Tout à fait. Comme c'est souvent le cas. Oui. Qu'est-ce qu'on sait, Quentin Mathieu, de l'état des stocks disponibles, justement ? Est-ce que... ou alors, est-ce qu'on a les infos, ou est-ce qu'au contraire, les États, forcément, on va commencer à parler un peu de diplomatie de l'agroalimentaire. Est-ce que les États gardent ces informations pour eux ? Alors effectivement, en fait, l'information sur les stocks est éminemment stratégique parce qu'elle a une très forte influence sur les prix derrière et sur les prix mondiaux. On voit très bien que les marchés, vous regardez la bourse de Chicago, sur les cotations céréalières, justement, réagissent très vite aux différentes annonces de marché. À l'heure actuelle, il faut s'interroger d'abord sur le niveau mondial. En fait, si on regarde le stock par rapport à la consommation mondiale, on est environ à 27% et on est à une dégradation de ce ratio depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a, juste pour bien comprendre, pour que vous n'ayez pas trop vite, on a en stock l'équivalent de 25% de la consommation mondiale annuelle. De blé ou de céréales ? Annuelle. De céréales. De céréales, d'accord. De céréales en règle générale. Okay. Et après, si on regarde en fait par pays, on voit bien que les ratios sont très différents. Et vous avez un acteur comme la Chine qui aujourd'hui atteint un ratio, notamment sur le blé, de l'ordre de 80%. La Chine, en fait, en l'espace de 2 ans, a acheté l'équivalent de ce qu'elle a acheté, ce qu'elle a importé en termes de blé en l'espace de 7 ans. Enfin, de 7 ans. Voilà. Donc, vous imaginez le poids sur le marché mondial derrière en termes d'achat. Évidemment. Alors, c'est quoi ? Ils sont prévoyants ? Parce qu'ils ont une grande population à nourrir, ou alors ils spéculent. Comment vous l'analysez, ça ? Alors, à mon sens, c'est pas réellement la spéculation, c'est qu'il y a eu plusieurs effets. Il y a eu tout d'abord aussi un autre type de pandémie, une épizootie en Chine, justement, qui avait mis à bas une partie de son cheptel, notamment son cheptel porcin. Donc, il a fallu reconstituer le cheptel. Il a fallu importer davantage de céréales pour nourrir ces animaux.
Et derrière aussi, c'est vrai que suite à la pandémie, il y a eu de fortes inquiétudes en fait derrière sur la constitution de stocks stratégiques pour pouvoir nourrir sa population et éviter un mécontentement social. On est quand même dans une espèce de conjonction de mauvaises nouvelles, Anthony, parce qu'il y a aussi l'Australie qui est un gros producteur et qui a subi des inondations majeures. Bref, on a l'impression que toutes les planètes se désalignent, quoi. Vous vous souvenez ce que disait Jacques Chirac, hein, les ennuis, ça vole en escadrille. Et c'est vrai que c'était un peu moins poli que ça, mais c'est pas grave, on a compris. Ça s'appliquait pas non plus à ça. Oui. Mais c'est vrai qu'on a l'impression, effectivement, on voit avec l'Inde, on voit avec l'Australie, qu'en ce moment, il y a comme une espèce de mauvaise conjonction internationale qui fait qu'on a des mérécoltes à peu près partout. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on est dans une période disruptive, c'est-à-dire qu'on est dans une période dans laquelle on sort de la pandémie. Donc il y a énormément de pays qui ont subi, qui ont soit déstocké leurs propres céréales, leurs propres stocks stratégiques, qui ont essayé de les reconstituer. La Chine a pesé pendant longtemps sur le marché mondial, parce que je rappelle que l'augmentation des produits des céréales et des produits de première nécessité ne date pas de l'invasion de l'Ukraine. Ça fait 1 an depuis début 2021 que ça ne cesse d'augmenter, et que donc l'Ukraine c'est un peu le clou dans le cercueil, et donc en fait cette espèce et qu'en plus le transport a été beaucoup perturbé, notamment du côté de la Chine, par la Covid. Donc on vient à la fin d'une période compliquée où les stocks où des pays ont réagi en stockant, d'autres en stockant moins. Ce que j'essaie faut que nos auditeurs comprennent bien, enfin nos téléspectateurs comprennent bien, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un problème de stock, mais bien d'un problème de prix. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, l'Égypte, qui est le plus gros importateur mondial de blé, a devant elle 4 mois de stock. Donc elle pourra passer l'été, il pourra arriver jusqu'en automne. Le problème, c'est que quand elle va revenir sur le marché pour reconstituer ses stocks, elle devra l'acheter pour beaucoup plus cher. Et que donc pour des pays qui n'ont pas forcément des ressources ni pétrolières ni gazières, qui vont elles aussi augmenter, ça va devenir un vrai souci économique. Oui, bien compris. Un mot là-dessus ? Oui, je voulais juste rajouter qu'effectivement aujourd'hui on ne fait pas face à des pénuries. Aujourd'hui sur les terrains dans lesquels on travaille, on ne fait pas face à des pénuries, mais par contre les gens sont incapables d'acheter la nourriture sur les marchés parce que c'est trop cher. Et alors, ça ouvre le chapitre que je voulais traiter maintenant et qui est vraiment la réponse à la question qu'on se pose dans ce débat. Faut-il craindre des émeutes de la faim ? Écoutez, effectivement cette phrase prononcée qui nous a tous frappés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Écoutez-le. 45 pays africains et pays les moins avancés importent au moins un tiers de leur blé d'Ukraine ou de Russie. 18 de ces pays en importent au moins 50%. Cela comprend des pays comme le Burkina Faso, l'Égypte, la République démocratique du Congo, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Nous devons tout faire pour éviter un ouragan de famine et l'effondrement du système alimentaire mondial. Un ouragan de famine. Est-ce que cet ouragan de famine peut se transformer en émeute de la faim ? Laetitia, je commence avec vous. Vous êtes intéressée à cette expression émeute de la faim qui revient dans le débat. Oui, parce qu'à part la période 2007-2008, on le verra plus tard dans l'émission où cette expression a fait référence, c'est vrai qu'au cours des 40 voire 50 dernières années, elle a été délaissée au profit de termes plus génériques comme la famine, qui était souvent associée, vous vous en souvenez certainement parce que nous étions enfants, à justement des images de personnes et souvent d'enfants dénutris qui venaient d'Afrique, mais qui finalement restaient relativement passif, encore une fois, dans la dénomination. Or, émeute de la faim, Thomas, ça vient, c'est l'expression contemporaine finalement, des révoltes frumentaires qui ont existé dès la Rome antique et qui ont rythmé toute l'histoire de France. Alors, on ne va pas revenir et faire aller trop loin, mais par exemple, dans la mémoire collective, sont restées les jacqueries paysannes du XIVe siècle et plus récemment, bien sûr, et peut-être plus connue par l'ensemble des Français, la Révolution française avec ce mot de Marie-Antoinette qui est resté comme un peu, le mot, un peu la punchline du pouvoir déconnecté devant le peuple affamé, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Voilà ce qu'aurait dit Marie-Antoinette. Aucune biographie, aucune source historique n'a relié cette phrase à Marie-Antoinette. Elle est apparue, cette phrase, 54 ans après les faits. Donc vous voyez qu'elle fait partie du conte, un peu de la légende urbaine. Mais si je fais ce détour historique, c'est pour éclairer le sens de cette expression émeute de la faim qui revient
aujourd'hui dans le débat politique et qui présuppose que le peuple se retournerait contre le pouvoir en place et donc on ne serait plus dans ce contexte de famine qui finalement aussi laissait entendre une certaine fatalité. Donc en ce qui concerne la crise actuelle, la guerre en Ukraine, si des émeutes vont avoir lieu, en tout cas si ce vocabulaire et ce mot revient dans le débat, peut-être qu'il y a une certaine fragilité du pouvoir politique en place, des pouvoirs politiques, bien plus que peut-être des projets, en tout cas actuels, de population qui seraient sous le joug de la famine. Lucie Grosjean, vous nous l'avez dit, pour l'instant il y a des stocks, il n'y a pas de pénurie, vous ne voyez pas de pénurie sur le terrain, mais est-ce que pour autant vous anticipez-vous l'hypothèse d'émeutes de la faim dans, alors comme l'a expliqué un peu Anthony tout à l'heure, dans plusieurs mois finalement? Oui, ou même parfois peut-être moins que dans plusieurs mois. D'accord, ça peut aller plus vite que ça. C'est maintenant. Parce qu'effectivement, quand on a faim, on est à peu près à tout de manière générale. Juste il y a des stocks, mais c'est trop cher, donc on n'y est pas accès. C'est ça. Donc c'est déjà une situation. On a vu déjà, même il n'y a pas très longtemps, au Nigeria, dans certains endroits où on travaille, du fait en gros de l'augmentation, notamment des prix de l'aide humanitaire, notamment du Programme alimentaire mondial. Ils avaient dû réduire les distributions qu'ils faisaient. Il y a eu des manifestations dans les camps de déplacés et camps de réfugiés parce qu'ils n'avaient plus accès à la nourriture comme ils l'avaient avant, donc ça peut aller très très vite, ces phénomènes-là. Je voulais juste revenir aussi quand même sur, bien sûr, il y a l'enjeu des émeutes de la faim, mais l'enjeu tout simplement de la faim. Il y a eu une famine, par exemple, en 2011-2012 en Somalie, il y a eu plus de 200 000 morts. Donc famine, c'est absolument énorme et massif en termes d'impact humain que ça peut avoir. Donc bien sûr, c'est ça la première chose qu'il faut éviter. Après, ça peut grader. Il y aura peut-être avant effectivement des systèmes d'émeutes de la faim, mais ce qui nous inquiète nous aujourd'hui, c'est vraiment la situation des gens et comment on va essayer de protéger leur accès à l'alimentation. Alors si on emploie cette terminologie, c'est évidemment parce qu'on a tous en tête, et Alexandre Poussard peut nous rejoindre, cette crise alimentaire des années 2007-2008, Alexandre. Oui Thomas, il y a 15 ans, il y avait 850 millions de personnes sous-alimentées dans le monde, avec comme aujourd'hui une conjonction de facteurs. D'abord la sécheresse dans certains pays producteurs de céréales, des producteurs importants comme l'Australie. Ensuite, à l'époque, une demande mondiale alimentaire en forte hausse, avec la Chine qui se met à manger de plus de viande, et puis des capacités de production des sols qui atteignent leurs limites avec une agriculture moderne très exigeante pour les sols. À cela, on ajoute un peu de spéculation sur les marchés financiers, sur les matières premières et les aliments. Et puis, le prix du baril de pétrole également en forte hausse. Début 2008, le prix du baril est à $100. Et la conséquence de cette flambée du pétrole, c'est que les pays riches, ils se dirigent vers les biocarburants pour trouver une énergie moins chère. Avec un chiffre, en 2008, 30% de la production mondiale de maïs sert à la production de biocarburants et pas à l'alimentation. Donc forcément, ça provoque une hausse des prix des céréales sur cette période 2007-2008. Par exemple, le prix du blé a doublé, le prix du riz est à l'époque le plus élevé depuis 10 ans et le prix du soja est le plus élevé depuis 34 ans. Et donc cette hausse des prix des céréales provoque des émeutes de la faim violentes dans plusieurs pays dans le monde, comme le Mexique, l'Argentine, l'Indonésie, l'Algérie, l'Égypte. Et puis ça aboutit à des situations de famine ou de grave insécurité alimentaire, notamment dans les pays africains comme le Soudan, le Tchad, le Congo. La Chine est également touchée à l'époque. Et puis ça a des conséquences géopolitiques. Cette crise alimentaire, c'est l'une des raisons des printemps arabes qui ont déstabilisé certains régimes politiques comme en Égypte ou en Tunisie en 2011. Et cette crise alimentaire, elle dure avec des répliques jusqu'en 2013. Merci beaucoup Alexandre pour ce rappel historique. Quentin Mathieu, dernier élément de la chronique d'Alexandre, ça peut durer ? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut évaluer, parce que voilà, la nature a des cycles, l'agriculture, voilà, ce sont des cycles qu'on connaît. Est-ce que cette période de tension, au-delà de ce qui se passe en Ukraine, est-ce que ça peut durer ? Ça va dépendre de deux facteurs, à mon sens. Tout d'abord, du bon vouloir de Vladimir Poutine vis-à-vis de ses décisions d'orientation stratégique, de vouloir continuer de livrer des pays importateurs, car il a lui-même signalé en disant que ceux qui seraient livrés en premier, ce seraient d'abord des pays alliés, ralliés derrière la bannière, en tout cas, et derrière l'historique, on va dire, russe, et sur son histoire aujourd'hui du conflit avec l'Ukraine, qui ne dénomme même pas conflit d'ailleurs, et opération militaire. Et d'autre part, on voit bien que aujourd'hui, Vladimir Poutine a, en quelque sorte, le doigt sur la gâchette
aujourd'hui alimentaire. C'est une arme. C'est une arme. Pour Vladimir Poutine. L'alimentation est toujours, de toute manière, au cœur des stratégies militaires. On le voit très bien des différents traités qu'il y a eu au cours du siècle sur la stratégie militaire. L'alimentation est toujours au cœur. Il faut nourrir des armées, on peut affamer des armées adverses, on peut négocier l'alimentaire pour pouvoir obtenir des concessions. Donc on voit bien que Vladimir Poutine va utiliser ce CIM et on pourrait peut-être se positionner dans, moi, ce que j'appelle peut-être un nouveau rideau de fer alimentaire. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'on va retourner vers un nouveau clivage aujourd'hui mondial où des pays vont devoir s'aligner derrière la Russie au détriment des relations qu'ils peuvent avoir avec le monde occidental. Oui, on le voit déjà aujourd'hui d'une certaine façon. Il y a des pays qui sont dans une forme de neutralité ou qui ne se positionnent pas contre l'invasion de l'Ukraine pour ne pas fâcher Vladimir Poutine. On l'a vu lors du vote à la résolution de l'ONU, justement, où on voit bien qu'une partie des pays du tiers-monde ne se sont pas alignés derrière. Ils préfèrent rester neutres vis-à-vis du conflit pour éviter toute tension avec leur principal fournisseur aujourd'hui de céréales, qui est la Russie. Alors Anthony, oui. C'est pas tout à fait, c'est vrai, mais pas tout à fait juste. C'est-à-dire, par exemple, il n'y a aucun pays d'Afrique qui n'a suivi, même le Mali, même la Centrafrique n'a suivi la Russie dans son aventure ukrainienne. Non, mais je reviens. Donc c'est quoi? Ils ont choisi une forme de neutralité. Soit ils ont voté la résolution qui condamnait l'invasion de l'Ukraine, soit ils se sont abstenus. Mais pour ne pas injurier l'avenir. L'Inde et la Chine, en fait, l'analyse de l'Inde et la Chine, c'est pas forcément un calcul sur la sécurité alimentaire, c'est plus un calcul sur le pétrole et le gaz, d'une part, et d'autre part sur le fait que c'est encore les Européens qui se tapent dessus. Par contre, c'est vrai, et là vous avez 1000 fois raison, qu'il s'en sert comme une arme. En fait, Vladimir Poutine a fait 3 calculs avant de lancer son invasion de l'Ukraine. D'une part, que l'Europe était épuisée par le quoi qu'il en coûte après la pandémie de Covid, et que nous serions bien incapables d'imposer des sanctions économiques en plus, qui allaient encore en plus aggraver notre crise économique. D'autre part, que nous ne supporterions pas 5 à 6 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. Il avait pensé que, comme de la même manière que nous n'avons pas supporté quelques milliers, souvenez-vous en Biélorussie, qui tentaient de traverser la frontière biélorusse avec la Pologne, que 5 millions ce serait trop et que nous croulerions sous les réfugiés, que ce serait pas possible. Et il a fait le calcul aussi qu'il briserait l'entente, une sorte d'unanimité, ou du moins d'entente mondiale, au travers de l'arme du blé et des céréales. Sur les 2 premiers calculs, on a bien vu qu'il a tort. Il s'agit donc pour la communauté internationale de lui donner tort sur le 3e calcul. Et c'est vrai que là, pour le coup, le facteur temps compte énormément. Parce que s'il empêche, par exemple, la récolte ukrainienne de sortir en juin, je parle bien de juin, dans quelques semaines, juin, juillet, août, celle qui a été plantée et qui doit normalement être exportée. Oui, ça perturbera les marchés mondiaux. Mais encore une fois, vous le disiez vous-même, ça représente assez peu d'argent. C'est-à-dire qu'on peut résister à ce 3e calcul de disruption ou d'armes utilisées par Vladimir Poutine à peu de compte. 40 milliards d'euros, c'est à la portée de n'importe quelle économie occidentale. Oui, alors tout le monde l'a compris, et notamment Emmanuel Macron, qui en appelait récemment à la responsabilité de Vladimir Poutine. C'était le 24 mars dernier, après les sommets du G7 puis de l'OTAN à Bruxelles. On écoute le président de la République. La guerre en Ukraine rend impossible pour le moment, par le choix fait par la Russie, de semer comme il se devrait, et donc est en train de nous créer une situation qui sera encore plus grave dans 12 à 18 mois. Cette situation va créer une crise alimentaire, des situations humanitaires gravissimes dans plusieurs pays, et à coup sûr des conséquences politiques massives dans plusieurs des pays que j'évoquais. Mais il est absolument impérieux qu'au-delà du cessez-le-feu, la Russie se montre responsable et ne prenne pas en plus justement cette responsabilité de créer cette famine qui, sinon, est à coup sûr inéluctable. Quant à Mathieu, je reviens vers vous sur l'usage de Vladimir Poutine de cette arme. Quelles sont les différentes stratégies en sa possession ? Déjà, il y a une arme qu'en fait, on la voit pas tout de suite, mais on le voit très bien aujourd'hui sur nos factures d'énergie, c'est le gaz, par exemple. Le coût énergétique, d'ailleurs, pour la production agricole, aujourd'hui, s'envole. On le voit bien aujourd'hui pour les pays occidentaux. Et surtout, si on remonte jusqu'à l'extrême amont, notamment le prix des engrais, on le voit aujourd'hui, augmente de façon exponentielle. Parce que ce sont des engrais azotés pour lesquels on a besoin de gaz. À base de gaz, exactement. Et je passe aussi le fait qu'on achète des produits intermédiaires auprès de la Russie, notamment des matières chimiques, pour pouvoir produire ces engrais. Donc le fait est qu'aujourd'hui, on se retrouve pas encore face à une impasse, parce qu'on a encore les moyens de payer. Mais pour les pays, par contre, qui sont beaucoup plus fragiles en termes de ressources financières, on voit bien qu'il pourrait peut-être y avoir une incapacité à produire pour la prochaine
récoltes à venir. Et c'est ça, en fait. C'est là où, quand vous disiez justement sur quel pas de temps cela va encore durer, on voit bien qu'il y a le temps immédiat, il y a le temps de la stratégie militaire, mais il y a également aussi le temps de la stratégie derrière alimentaire et d'une stratégie, à mon sens, de déstabilisation qui s'étale, au contraire, sur plusieurs mois. On va ouvrir dans un instant sur les solutions possibles, notamment ce que l'Europe essaye, pas seulement l'Europe essaye de mettre en place une sorte de coalition intitulée Farm, mais je voudrais quand même, Lucile Grosjean, qu'on dise un mot de la spéculation. Il y a aussi de la spéculation qui est à l'œuvre et qui est un facteur évidemment aggravant. Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a pas de pénurie en soi pour le moment, et c'est plutôt une peur sur les marchés qui fait que ça spécule et que les prix augmentent. Donc réussir à réguler davantage ces marchés agricoles, notamment pour baisser ces phénomènes de spéculation, et aussi en relâchant des stocks pour faire baisser les prix. Oui, on parlant de la Chine tout à l'heure, des stocks impressionnants de la Chine, pardon de nous interrompre, mais la Chine pourrait jouer un rôle. Par exemple, tout à fait. Ouais. Mais d'ailleurs, si on se place du côté chinois, ça serait même un argument diplomatique, ou peut-être même un argument économique pour gagner des marchés. Vous voyez ce que je veux dire? De débloquer une partie de ces céréales pour les pays qui en ont le plus besoin. Encore une fois, je pense que le point aussi, c'est que on produit aujourd'hui sur la planète bien assez de nourriture pour nourrir l'ensemble de la planète et bien plus. En l'occurrence, c'est plutôt un problème de répartition et c'est un problème d'utilisation de cette alimentation. La moitié, en gros, de ce qu'on produit va vers l'alimentation animale. Il y a une partie, on parlait tout à l'heure de ce qui était utilisé vers les agrocarburants. Il y a aussi quel choix on fait dans nos choix d'alimentation et qu'est-ce qui va vers l'alimentation humaine. Oui. Est-ce que, et je termine là-dessus, et ensuite vraiment on parle de ce programme Farm, mais est-ce qu'il peut y avoir un axe, quant à Mathieu, Moscou-Pékin sur les céréales, l'un fournissant l'autre Alors plus ou moins, on va dire, se passe encore ce qui se passe, mais on voit bien que les relations économiques, et notamment déjà les relations en termes énergétiques, il y a un accord qui a été conclu de très longue durée, et on voit bien que la Russie se tourne aujourd'hui vraiment à l'est derrière, et pourrait effectivement utiliser le canal chinois derrière pour inonder ou même porter une menace vis-à-vis aujourd'hui des pays qui achètent du blé auprès de la Russie en disant que nous allons d'abord livrer notre partenaire chinois. Sauf que le problème, c'est que la Russie a toujours très peur de la Chine. Parce que il y a une relation de défiance entre les deux. Il y a une relation de défiance et ils ont très peur de devenir les féales des Chinois. Parce que d'un côté, vous avez 1,4 milliard d'habitants et une économie qui est clairement la deuxième au monde, alors que la Russie n'est absolument pas, ne boxe pas du tout dans la même catégorie. Et donc les Russes, depuis toujours, et en tout cas depuis 30 ans, ont bien compris que la nouvelle puissance économique au monde se trouvait à leurs frontières, 4000 km de frontières avec la Chine, et ils n'ont pas du tout envie de devenir le junior partner de la Chine. Donc on voit bien que leur intérêt est à la fois effectivement de manière immédiate, effectivement de tenter d'expliquer que puisque c'est comme ça, puisque l'Europe ne veut pas de nous, on va se retourner vers les Chinois, et ils sont en fait, excusez-moi l'expression, pétés de trouille à l'idée de devoir vendre tout leur pétrole, tout leur gaz et surtout leurs matières premières à une Chine qui en a extrêmement faim. Lucile Grosjean, ce programme donc Farm, c'est quoi? C'est une coalition qui se met en place? Quelle est l'idée? C'est une initiative qui est en train de se construire. Il y a plusieurs piliers à l'intérieur de cette initiative, l'un lié à la solidarité, l'autre lié à justement essayer de baisser ces phénomènes de spéculation, et le troisième lié à la production agricole. Il y a des bons éléments dedans et c'est une initiative qui est en train de passer au niveau européen. Il y a aussi certains éléments qu'il faudrait revoir, comme je disais tout à l'heure, sur le fait de produire plus en Europe va pas forcément résoudre ni à court terme ni à long terme cette situation. On est plutôt sur réussir à réduire ces phénomènes de dépendance justement à l'échelle mondiale en soutenant plutôt le développement d'agriculture locale par exemple. Sur la solidarité, c'est pas qu'une histoire de distribuer de la nourriture, c'est de renforcer des mesures de protection sociale. Voilà, donc il y a des bonnes choses dedans. C'est encore en train de se construire. Ça se construit en réaction à la crise alimentaire d'aujourd'hui, ou c'était une initiative qui précédait cette crise alimentaire? Alors pour moi, c'est une nouvelle initiative, si je raconte pas de bêtises. Après, il y a le G7 a régulièrement pris des initiatives pour essayer de faire face à la situation d'insécurité alimentaire mondiale. Je crois que c'était en 2015 à Elmo, déjà en Allemagne. Ils avaient promis d'arriver à sortir 500 millions de personnes de la faim. On voit bien qu'au-delà des mots, ça a eu
du mal à se mettre en œuvre. Donc il y a aussi notre point beaucoup à pousser là-dessus, c'est très bien d'annoncer des initiatives, mais l'important, ça va être de délivrer, en gros, et qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe. Le vrai problème, en fait, vous avez raison, c'est vraiment fascinant ce que vous dites, parce que le vrai problème, c'est le prix. C'est-à-dire que vous voyez bien, le commerce mondial de blé, par exemple, c'est une toute petite fraction de la production mondiale de blé. La Chine est le premier producteur de blé au monde, enfin de céréales au monde, et n'exporte quasiment rien. Et en fait, le prix est déterminé par cette petite partie du commerce mondial. C'est-à-dire le blé qui s'échange. Le blé s'échange. D'accord. Il s'échange. Donc ça représente peu de la production, d'accord, bien compris. Et ça suffit à définir les prix pour l'ensemble de la production mondiale de blé. Il y a bien donc là un aspect, effectivement, qu'il va falloir à un moment réguler ou pas. Alors d'habitude, qu'est-ce qu'on fait pour réguler ce prix ? Eh bien, on relâche sur le marché mondial des tonnes et des tonnes de blé. Les Américains l'ont fait avec le pétrole récemment. On essaye de le faire avec le gaz, c'est plus compliqué. Mais on l'a fait avec le pétrole pour faire baisser le prix du pétrole. Et effectivement, d'habitude, on lâche des stocks entiers de blé pour faire baisser le prix du blé. C'est ce qui est prévu dans ce programme Farm, entre autres, mais qui pour l'instant se met pas en place. Et parce que c'est pas possible de le mettre en place pour une raison très simple, c'est une raison d'accès à ces stocks. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple décider que la Chine donne une partie des stocks, et pour tout vous dire, elle va le faire. C'est-à-dire, elle va attendre encore un peu, diplomatique. Et puis, à un moment, en plein milieu de l'été, elle va annoncer qu'elle mettra à la disposition du monde. Elle va sauver l'Afrique. Et elle en a les moyens. Mais encore faut-il qu'elle puisse transporter ce blé. Encore faut-il que les marchandises puissent circuler normalement. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Le port de Shanghai est entièrement bloqué, notamment par les mesures de Covid. Les grands ports mondiaux sont quasiment en déshérence en ce moment en termes de vraquier, c'est-à-dire en termes de livraison de produits de première nécessité de ce type. Donc vous avez plein de perturbations qui viennent en ce moment disrupter le prix et même les stocks disponibles pour l'ensemble du monde. Quant à Mathieu, vous l'avez évoqué, c'est un séisme alimentaire qui est en train de frapper la planète et va y avoir des répliques. C'est plusieurs vagues, c'est ça, en quelque sorte, qui nous attendent. Tout à fait. Là, on voit que le début, si je puis dire. On le voit dans nos rayons. À l'heure actuelle, on voit que les prix, que ce soit des pâtes ou que des produits de première nécessité, augmentent au fur et à mesure. Et on voit qu'il y a plusieurs lames d'inflation qui vont se confronter. Il y a dans l'immédiat, aujourd'hui, sur le prix au marché physique, on va dire si on veut immédiatement du blé, effectivement, il faut déjà payer cher. Mais derrière, il va y avoir les coûts de production des producteurs qui vont fortement augmenter. Il va y avoir les prévisions de récolte qui vont venir. On voit bien qu'il y a des tensions aujourd'hui sur les prochaines récoltes aux États-Unis, au Brésil. On voit aussi qu'en Chine, il y a eu des problèmes en termes de taux d'humidité, des problèmes de sécheresse en Inde. Et on voit bien que, en fait, c'est un effet d'emballement, une espèce de cycle qui va encore continuer de se faire. Donc, on va peut-être avoir moins de production à venir. On va peut-être pas avoir les moyens de produire, ou peut-être que les agriculteurs ne vont pas avoir les moyens d'acheter ce qu'il faut pour produire, etc., etc. Oui, parce que après, c'est quoi ? Ce sont les filières animales qui vont être en difficulté, c'est ça ? Aujourd'hui, les filières animales sont entre le marteau et l'enclume, ce qu'on appelle un effet de ciseau, en fait. Les éleveurs aujourd'hui voient leur charge augmenter sur tous les postes, que ce soit le poste de l'énergie, que ce soit sur le poste alimentaire, et derrière, les prix à la consommation, donc leur prix de vente derrière, n'augmentent pas dans les mêmes proportions. Donc derrière, la marge qu'ils peuvent dégager, en fait, diminue. Et derrière, c'est la pérennité de leur activité qui est en jeu. On peut peut-être quand même donner quelques bonnes nouvelles, enfin à terme, à moyen terme. Espérons. Quand on regarde ce qu'exporte la Russie en matière de céréales, elle exporte autant que l'Union européenne, autant que le Canada, autant que les États-Unis, autant que le Brésil. C'est-à-dire en global. Ce qui signifie qu'il y a dans notre côté du monde des réserves à la fois de terre et de possibilités. Alors, dans les 6 mois à venir, pas là tout de suite, parce qu'on peut pas décider là maintenant de planter du blé pour le récolter dans 3 mois, c'est pas possible. Mais par contre, dans les 6 à 9 mois à venir, on peut effectivement mobiliser plus de terre au Brésil, ça pose quelques problèmes, en Argentine. D'ailleurs, les exportations de céréales brésiliennes et argentines ont été multipliées par 2 au mois de mars. On peut le faire aussi au Canada, qui a au moins autant de terres agricoles que la Russie. On peut le faire aux États-Unis et on peut le faire aussi dans l'Union européenne. Donc, à moyen terme, il y a moyen de s'organiser pour avoir un peu plus en tout cas beaucoup plus de céréales. À court terme, non. À court terme, clairement, il va y avoir une augmentation des prix parce qu'il y a un resserrement, ce qu'on appelle le bottleneck, c'est-à-dire un entonnoir des prix parce que la Russie et l'Ukraine vont être empêchés. Mais à moyen terme, quand même, on aura moyen terme, c'est quoi, 6 mois, c'est ça? C'est 1 an, 6 mois, 1 an, entre les premières semis, les premières récoltes et les premières disponibilités sur les marchés mondiaux. Et bien sûr, en fonction des variables climatiques. En fonction des variables climatiques. Lucile Grosjean, ce que vous décriviez, ce que décrivait Quentin Mathieu tout à l'heure, c'est-à-dire que cet effet de ciseau, il frappe
les exploitants français, évidemment, ou européens. On voit bien que les difficultés, on l'a montré plusieurs fois ici, auxquelles ils sont confrontés. Mais alors, dans un pays pauvres, il faut essayer de prendre conscience de ce que ça représente, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. L'impact est d'autant plus direct parce qu'il y a en général pas de mesures de protection sociale en place, il n'y a pas de filets sociaux en gros pour protéger les gens de ces chocs, donc ils les prennent directement. Ça c'est clairement le premier point, c'est pour ça qu'on pousse beaucoup ces mesures de protection sociale pour essayer de protéger au maximum les gens de tout ça. Et après oui, on le voit en ce moment se multiplier. L'estimation qui est donnée, c'est qu'en gros, à chaque 1% d'augmentation des prix, ça veut dire qu'il y a 10 millions de personnes qui tombent dans la pauvreté à l'échelle mondiale. Donc ça va. Et là, on en est aujourd'hui entre 20 et 30% en moyenne. Donc le phénomène est déjà énorme à l'échelle planétaire. Allez, je termine peut-être parce qu'il y a un petit message d'espoir quand même, Quentin Mathieu, ce qu'on appelle la grande muraille verte dans le Sahara, le Sahel. Là, c'est lancé, c'est un partenariat Union européenne, Union africaine. Alors on est à long terme, hein, c'est ça, on est à long terme. Mais c'est quand même, c'est quoi? C'est une solution potentielle dans ce nouveau paysage géopolitique de l'alimentaire dont vous parliez. Ça serait peut-être un espoir, oui, en particulier pour des zones que moi je nomme à haute sismicité climatique, c'est-à-dire des zones qui vont se retrouver en dehors aussi des forces de marché, qui vont se retrouver avec des fortes intensités de phénomènes climatiques, que ce soit des sécheresses ou au contraire des inondations massives. Donc ça peut être peut-être effectivement une lueur d'espoir à venir. On voit bien que l'urgence pour l'instant elle est actuelle et qu'il faut employer donc des moyens opérationnels d'urgence. D'abord pour répondre aux aujourd'hui. Donc on parle justement de débloquer des enveloppes financières qui au final ne représentent pas grand-chose par rapport à tout ce qui a pu être dépensé pour d'autres phénomènes où on peut même remonter à l'époque de 2007-2008 où on avait sauvé des banques de la faillite alors qu'on aurait pu peut-être sauver des gens de la faim. Un tout dernier mot, Anthony, sur les conséquences peut-être écologiques à court terme. Vous parliez de l'Europe. Oui. Effectivement, on peut produire plus, sauf qu'on était plutôt dans une phase avec Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, de plus de jachères, de moins de production intensive. Donc il faut changer de pied pour peut-être 1 ou 2 ans. Il faut changer de pied, mais ça, il va falloir en discuter avec la FNSEA, qui tout à coup ne parle plus de ces céréales dépensées pour le biocarburant, alors que ça représente quand même beaucoup de choses, et qui par contre défend l'idée qu'il faut absolument remettre en culture qu'il y a les fameux 4% placés. Donc il va falloir repenser le modèle agricole européen, ça c'est sûr. Juste une petite dernière remarque, très vite. Les émeutes de la faim, ça arrive essentiellement dans les pays où il y a à la fois un problème de prix et un problème gouvernemental. C'est-à-dire qu'en fait, on descend dans la rue pour se débarrasser de son gouvernement et de son problème de faim. Merci beaucoup de ce mot de conclusion. Merci à tous d'avoir participé à ce débat.